finir ma vidéo sur la monétisation éthique de D&D ou suivre le conseil de Métatron et parler de schéma. Je laisse un pile ou face. Ben là. Face. Donc, face a été jeté, mais vous vous en doutez en voyant le titre. On va parler de schéma, ce qui est d'ailleurs le sujet de jusqu'à présent ma vidéo la plus populaire. Mais bref, ce que je vais faire aujourd'hui est tout simplement une petite introduction au sport, avec tout simplement ce que vous avez besoin avec comme matériel de base et quelques clubs que je connais. Donc, commençons avec l'essentiel. Matériel de base. Alors, en général, les clubs vont avoir du stock avec eux, mais les deux premiers éléments que vous voulez vous acheter sont des gants et des casques. Puis éventuellement des protections de casque. Mais bon, d'ailleurs, casque et club, sur ce que je connais, j'ai pas écouté la vidéo complète, c'est pour ça que je mets ça avec les gants. Pour les gants, alors pour commencer, on a des gants de travail, les bons vieux gants jaunes, qui dans ce cas-ci ont un peu de saleté, mais ça c'est parce que je m'amusais en GN à tourner des bûches à la main. Mais bref, à quoi ça sert ces gants-là? Tout simplement à protéger vos mains d'usage extensif, donc des ampoules, des écorchures, puis d'autres trucs de même. Et sinon, quand vous avez des armes à garde pleine, comme une rapière, alors c'est généralement suffisant. Si vous avez une basket tilt, même affaire. Puis avec les rapières, gag aussi, c'est suffisant des gants de même. Donc, ça c'est la vraiment base de gants, mais d'autres petits gants plus petits encore peuvent faire affaire. L'important c'est d'avoir quelque chose sur votre peau. D'ailleurs, ça ne prend pas grand chose parce que c'est la peau humaine. Avec ceci, même si c'est pas tranchant, j'ai déjà fait couler le sang. On s'en était rendu compte après. Et la personne n'avait même pas eu mal. C'est juste on s'est rendu compte que son sang a coulé. Donc, voilà. Protéger votre peau, ça va vous protéger des infections qui sont le plus grand vrai risque. Au-dessus des gants de travail, vous avez les gants rembourrés, padded glove en anglais. Ça, on en trouve dans quelques compagnies. Je vais entre autres nommer Moguer Canada pour la simple bonne raison qu'ils essayent de revendre des trucs. Puis j'ai un certain intérêt à ce qu'ils puissent devenir assez gros pour aider le monde de mon club avec des bonnes fournitures en quantité et prix suffisant. Bref. Au-dessus des gants rembourrés, vous avez les Heavy Padded, que c'est des gants un peu plus rembourrés encore et avec des trucs solides. Bon, les gants rembourrés, ça prend la même utilisation à peu près que les bons vieux gants de travail. Les Heavy Padded, ça, j'ai envie de dire, c'est c'est l'étape inférieure de quand vous avez des armes à garde incomplètes comme un sabre. Donc, pour votre sabre, si la garde n'est pas complète comme une basket, ça dépasse, vous voulez quelque chose d'un peu plus solide. Donc, de quoi qu'il y a des petites plaques. Ou les gants rembourrés. Au-dessus donc les rembourrés avec plaques solides, les Heavy Padded. Au-dessus de ça, vous avez les Red Dragons. Ou leur équivalent cheap et facile à trouver, c'est-à-dire des gants de hockey. À quoi c'est bon des gants de hockey? Là encore, des gardes incomplètes de même, c'est très utile.
Bon, ça va être trop gros pour des gardes complètes comme la dague, la rapière, la basket, mais pour un sabre, ça fait une bonne job. Oui, c'est gros. Oui, c'est plus gros, c'est un peu moins maniable, mais sur ça, mais c'est pas trop pire, ça peut faire la job. Mais par contre, il y a quand même couple de spots vulnérables. Donc, mais comme je disais, ça, c'est, vous avez la compagnie Red Dragon, ils vendent quelques trucs, d'entre autres ces gants-là, mais n'importe quel gant de hockey, ça fait l'affaire. Au-dessus de ça, vous commencez à avoir les gants qui sont vraiment rigides. Il existe différentes sortes, je m'en rappelle pas toutes, il y a plusieurs compagnies, Spess ont les leurs, Sparring Glove ont les leurs, Kefken ou quelque chose de même ont les leurs, il y en a plusieurs. Vous en allez en avoir qui ont 3 doigts. Vous allez en avoir qui en ont juste 2. Il existe plusieurs sortes. Ce que j'ai ici à vous présenter, ben, ceux qui ont vu mon autre vidéo vont se rappeler mes chers Sparring Gloves, que d'ailleurs il va falloir que je mette en vente. Alors, ceux-là, un gars pourrait être pertinent, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Ça, c'est juste un de leurs nombreux modèles. Celui-là, on me l'avait conseillé pour aller avec mon sabre, mais celui-là qui me l'a conseillé, un sabre qui a une garde encore moins complète, et ses mains sont plus petites, donc il y a des gardes plus petites, donc lui ça fitait, moi ça fitait pas. C'est un peu dommage. Ces gants-là ont un profil qui est assez petit, ils protègent bien. Le problème, c'est qu'ils sont un peu dans le chemin. Il existe une autre version, par contre, avec un bout plus rigide, qui est lié à un poignet. Bon, le poignet, c'est un bout de souple, mais c'est pas plus grave. Puis ensuite, le bout dur ici. C'est deux choses intéressantes. Ceux-là, il y a un léger problème d'agilité. Dans les deux cas, ils ont une vulnérabilité au niveau du pouce, ou ce que... Je vais essayer de vous le montrer. Le pouce, c'est un gros truc dur qui est pas très agile, puis que de la façon que le tissu est fait, votre pouce flotte dedans, donc ça vous donne pas le meilleur contrôle sur votre arme. Alors, il me protège très bien, mais c'est genre zéro agilité. Mais par contre, ils ont quand même l'avantage d'avoir un bas profil. Évidemment, en haut de gamme. D'ailleurs, je disais que les Vipadel c'était le bas de gamme pour les sabres et autres gardes incomplètes. C'était les Red Dragon, ça serait l'autre gamme pour ça. Donc, mais bref, haut de gamme, côté rigide, vous avez les Lobster de Spess. Donc, celui-là, il est vieux puis il est des crisses. Donc, c'est sûr, ça fait pas la plus grande gloire du monde. Mais, d'ailleurs, il y a quelques bouts qui ont tombé. Mais ça, c'est que c'est résistant. Ça peut toffer longtemps. Puis, ils sont beaucoup plus agiles que ceux-là. Si je les mets côte à côte, en gros, eux autres sont beaucoup plus agiles. Ils ont une plus grande souplesse au niveau des choses, mais ils protègent quand même extrêmement bien. Et de la façon qu'ils sont faits, j'ai l'impression qu'ils sont plus résilients à long terme, même s'ils ont quand même un certain nombre de faiblesses et de choses qui vont vous lâcher. Les lacets là-dessus, c'est le truc le plus cheap. Puis c'est ça qui va vous lâcher en premier, puis des fois qu'ils écrivaient, puis quelques autres trucs. Mais ils sont beaucoup plus agiles. À défaut d'avoir un plus gros profit. Donc avec eux, vous allez faire frapper les mains moins souvent. Parce qu'ils vont être plus durs à toucher, mais ceux-là, vous allez avoir un meilleur contrôle sur votre arme. D'ailleurs, c'est ça, la façon que c'est fait, c'est vraiment un gant, c'est pas une espèce de tissu sur un petit chose, donc ça c'est... Au final, c'est l'agilité ou un beau profil. J'ai ma préférence personnelle pour les Lobsters, mais c'est pas obligé d'être la vôtre. Les Lobsters, c'est aussi les plus chers de toute la gang. On va pas se le mentir. Mais bref, ça vous fait une bonne idée du laps de gants. Les protecteurs rigides, ça c'est bon dès que vous avez de la deux mains. Donc, les Red Dragon, si vous avez des épées dans l'entraînement, comme des armes en bois ou en nylon, ça fait très bien la job.
J'ai même envie de dire que si vous avez des faits d'air, donc ça peut être pas trop pire, mais même là, c'est surtout quand vous entraînez mollo. Et même là, vous êtes mieux de les garder pour le nylon. Ça, vous êtes quand même mieux avec des protections. De loin beaucoup mieux avec des protections rigides. Surtout si vous êtes pour faire de la compétition et autres. C'est juste qu'avec leur forme particulière, un entraînement mollo pourrait permettre des Red Dragon, mais malgré tout, restez quand même avec les protections rigides. Et d'ailleurs, dès que vous faites de l'arme en métal un peu sérieusement, protection rigide, sauf si c'est une arme avec vraiment une garde. Comme la rapière ou le sabre ou la basket. Et sur ce, le volet sur les gants est terminé. Maintenant, on va y aller avec le volet sur les casques. Alors, les casques, ça, c'est l'autre achat important. C'est quand même un bon achat qui peut être dispendieux, mais ça fait en sorte que vous n'avez pas la sueur de tout le monde. Et, il faut que je le dise aussi tout de suite, c'est un achat qui risque d'être à répétition. Aux quelques années, vous en pognez un. Parce que, voilà, ça peut se défaire assez... Bon, on voit pas nécessairement très bien de près, mais celui-là, il est vraiment défait. Il y a des bosses de partout. Il a servi pendant quelques années. Puis en plus, c'est un 1000 Newton. Alors, vous allez... Pour des casques, par contre, petite différence. Quand vous êtes débutant, vous faites encore des choses assez légères. Un casque d'escrime régulier, ça fait parfaitement bien la job. C'est plus pour quand vous allez vraiment pour plus la compétition sérieuse, que vous voulez prendre des casques plus durs. Et pour les casques, souvent vous allez voir des chiffres à l'arrière en Newton. Ça, le chiffre en Newton, c'est la dureté. C'est la même chose aussi pour les vestes. C'est la dureté de la bavette. Mais en même temps, ça c'est un autre détail. Un casque avec des newtons plus élevés va généralement être construit aussi avec du meilleur métal puis d'autres matériaux, ce qui va faire que le casque va être plus tough pareil. Donc, les newtons affectent pas directement la qualité, mais peuvent quand même être un indice léger. Par-dessus les casques, vous allez vouloir, si vous faites de la compétition, mais si vous faites juste d'entraîner dans votre club, c'est pas tant nécessaire, mais ça peut être pratique, vous allez vouloir de la protection de plus. Et ça, ces protections-là sont en deux catégories. La première catégorie, vous avez les bavettes intégrales, que sensiblement, ça, c'en est un espèce aussi. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'il y a des plaques rigides à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est que, bon, cela, vu qu'il y a de quoi en avant, fait de la protection de bavette de plus, mais qui est assez superflu. L'important de ça, bon, oui, ça fait un peu de rembourrage sur votre casque. Du moins, cela fait un peu de rembourrage de plus. C'est pas le cas de tout, mais pour toutes les affaires, c'est d'avoir quelque chose à l'arrière de la tête pour protéger votre cou. En compétition, c'est extrêmement important. Si vous êtes juste dans votre club, ça l'est moins. Mais dès que vous faites un peu de compétition, essentiel. Et ensuite, avec mon casque que j'utilise de ce temps-ci, il y a l'autre version qui est avec un élastique. Le casque en tant que tel, celui-là... Je vais pas les... Ah! Ouais. Ça, c'est un 1600 Newton. C'est le casque renforcé de PBT. PBT étant une compagnie tchèque, si je ne m'abuse. Et qui vend des casques d'escrime. Leur... Oups, je vais te peigner mon écran. Leur casque rembourré, renforcé est très bon. J'ai dit encore mon... Non. Je le montre à un moment donné. Donc, il est très bon. Mais l'important, surtout, ceci, la couverture de rembourrage, il y a un peu de mou à l'intérieur. C'est sûr, ça fera... C'est pas ça qui va faire la grosse différence, mais l'important, c'est que l'arrière, là encore, c'est un chose semi-rigide, mais il protège quand même extrêmement bien. Puis surtout que ça, c'est un élastique au lieu de la bavette.
Qu'est-ce que l'élastique change à la place de la bavette? J'ai envie de dire tout, parce que au final, par rapport à ce que la surbavette donne, l'élastique a l'avantage d'être beaucoup plus facile à manier. Le casque avec la chose avec bavette, ça c'est du trouble à enlever. Juste mettre votre casque ou l'enlever, le truc veut partir n'importe comment. D'ailleurs, l'autre modèle, ça c'est limite s'il tombe pas tout seul par lui-même. C'est pas très stable, c'est du cher à enlever, ça fait plein de trucs techniques. Il protège bien, mais il y a des problèmes logistiques. L'élastique, lui, il a zéro ça. Tu le laisses sur ton casque, il est bien correct. Aucun problème pour quoi que ce soit. Puis dans les deux cas, la bavette, dès que ton casque est brisé, tu l'enlèves, tu le mets par-dessus un autre casque. Puis c'est ça. Et ça finit, je crois, sur le chose sur les casques, sauf... Un instant. Voilà. Qu'est-ce que ceci? Eh bien... Il existe plusieurs versions, plusieurs trucs. Ça, c'est pas nécessairement le meilleur. Ça s'appelle un Skulltech, ça vient de Purple Art. C'est sensiblement une protection qui va en dessous des casques. J'ai failli l'oublier, mais bref. Ça va ici. Ça aide pour la... Bon, il est un peu proche, mais on s'en fout. Bon, oui, ça aide à tenir un peu votre sueur, mais c'est surtout que ça vous fait du rembourrage de plus pour absorber les chocs. Ça, c'est vraiment du stock de compétition. C'est juste que tant qu'à parler de casque, que je me suis rendu compte que j'ai parlé plus longtemps que j'aurais pensé. J'aurais peut-être pu faire une vidéo à part entière. Mais bref, c'est une sous-catégorie de trucs pour casque. Mais ça reste qu'ultimement, les casques, vous avez juste besoin d'un casque de base. Les trucs de plus, si vous allez plus loin. On va dire que, mais bon, pour les gars, dès le départ, acheter des lobsters ou d'autres gants rigides dès le départ, c'est quand même utile, ou en attendant se pogner des gants de hockey ou l'équivalent. Bon, et maintenant pour la partie suivante sur les clubs, ouais, la neutralité, je pense qu'on peut laisser faire. Les nœuds, je l'avais déjà fait, donc on t'a affiché mes couleurs. Et voilà, mon bel uniforme avec les couleurs de l'Académie Scrimissi. Et quelle est l'Académie Scrimissi à part le club duquel je fais partie? Eh bien, c'est un club à Québec. Ben, en fait, on est parti à Québec, mais à ça, on est rendu à plusieurs autres endroits au Québec. En général, on va du Saguenay à Gatineau. On est à Lévis. Il me semble qu'on est aussi à Portneuf puis à Trois-Rivières. On a une couple de places. Allez sur notre site, vous allez voir. Puis si vous n'êtes pas près d'un endroit, vous pouvez les contacter, on va vous arranger de quoi. Est-ce qu'on est seul club par contre? Non. Est-ce que les autres valent aussi la peine de joindre? Oui. Ils sont tous très sympathiques. Alors, à Gatineau, j'ai dit qu'il allait avoir de la Scrimissi, mais il va aussi avoir de la Destreza. En fait, je pense même que c'est déjà commencé avant la COVID. Qu'est-ce que la Destreza? C'est une école de rapière de Destreza Nova, qui est une fusion de toutes les autres Destreza, faite par, je vais le décrire comme étant ça, à ce gars-là. Voilà. Je suis sûr que le gars va rire, mais qu'il voit ça. Et ça, c'est de la rapière. Ils sont aussi à Montréal. Il faudrait que je sais qu'ils sont à d'autres endroits. À Montréal, vous avez évidemment la compagnie médiévale. Un assez gros groupe, très bon. Ils font surtout du E33, mais ils font plusieurs trucs généraux. Puis ils ont aussi un peu leur branche Scrimissi. Et la Destreza, c'est un peu une branche de ça aussi. Donc c'est toute une belle gang. Ils sont aussi sympathiques que leur ville est laite. Puis c'est laite Montréal. Je sais, je suis à Québec. Mon opinion est biaisée et ainsi de suite. Mais non, c'est vrai que c'est laite Montréal. Allez à un endroit au Québec qui n'est pas Montréal, puis à Montréal, vous allez dire que c'est laite Montréal. Et vous savez quoi? Je vais dire que les autres sont aussi sympathiques que c'est lettre, donc même eux vont dire que c'est lettre. Victoire! Bref, ça c'est pour les clubs que je connais au Québec. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, puis il y a aussi d'autres styles de combat anciens comme du BO, du combat viking, de la SCA, ainsi de suite qui existent.
Donc, il y a quand même de la variété, mais là, je parle surtout d'arts martiaux européens historiques. Donc, pour les autres endroits, par contre, dans le nord-est des États-Unis, il y a couple de clubs. Je crois que chaque État en a au moins un. Ça se peut que je me trompe. Mais ils sont quand même assez nombreux. Puis il y a une couple de compétitions comme le IGX au Massachusetts. Puis il y a aussi de Co Connecticut. Puis il me semble qu'il y a une autre place aussi qui a des compétitions. Donc, c'est quand même assez populaire. Si vous connaissez si vous êtes dans ces coins-là, ça peut valoir la peine. Mais bon, ça va parler en anglais. Puis toujours dans le parlage anglais, ben, il y a l'Ontario. Qu'est-ce qu'il y a en Ontario? Ben, je connais pas tout l'Ontario, mais j'ai interagi avec des groupes qui viennent de Toronto et d'Ottawa. À Ottawa, il y a 2-3 clubs. Je crois qu'ils sont surtout, qui ont surtout des locaux dans les universités. Et à Toronto, je sais pas où ils sont situés dans Toronto, mais là encore, il y a 2-3 clubs. Malheureusement, États-Unis, Ontario, je connais le nom d'aucun club. Désolé, guys. Je suis pas bon avec les noms. Par contre, il me semble qu'il y a un des clubs à Toronto qui est géré par une fille avec un nom de fleur. Bref, c'était les clubs que je connais. C'est pas grand chose, mais si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Et vous savez quoi? Comme fin d'épisode hors série ou de début de série de la schéma, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années, les gens montraient, c'était pas dans les compétitions qu'il y avait dans le nord-est de l'Amérique de montrer ses touches et ainsi de suite. Puis vient la scrimmie. Qu'est-ce qu'on a fait dans scrimmie? Ben nous, on montrait tout à nos touches. Quand on savait qu'une touche que nous on avait faite était pas bonne, on disait que non, c'est de la merde. Et dans mon cas, j'ai déjà perdu des médailles à cause de ça. Donc voilà, vous faites parler de HMA par un type qui a perdu. Voilà. Mais effectivement, perdre une médaille parce qu'on montrait nos touches, surtout quand c'est les combats qui a le plus gros enjeu, et surtout quand c'est le combat pour le bronze, parce que oui, je suis pas si bon que ça que je pouvais rêver de l'or, mais pour le bronze, c'est soit t'es sur le podium ou t'es oublié. Il y a quand même du nerf. T'as quand même de la pression. Et de voir quelqu'un dans ces combats-là carrément montrer ses touches puis perdre parce que justement il était honnête, c'est le genre de truc que tout le monde dans mon... J'ai envie de dire tout le monde dans mon académie, mais dans les faits, il y en a qui gagnent tout le temps, que ceux qui sont dans le milieu vont faire « Ouais, monsieur, j'ai plein de médailles, puis j'ai toutes les ors. » Bref, les gens concernés savent de qui je parle, mais à part pour lui, pour les autres, quand on perd de quoi parce qu'on monte nos touches, puis lui aussi il monte, c'est juste qu'il gagne quand même. Puis on a quand même beaucoup de monde qui gagne en passant, vous inquiétez pas. Mais moi j'ai déjà gagné des trucs, je suis pas si mauvais que ça. Mais bref, de voir du monde perdre, puis parfois prendre le risque dans des combats vraiment avec des enjeux donc importants, de voir le monde prêt à perdre parce qu'ils montraient ça a vraiment créé du respect, beaucoup de respect. Donc à défaut de sortir avec des médailles, je suis sorti avec du respect puis de l'estime. Puis éventuellement, le monde a bien aimé ça. Ça a fait leur bout de chemin. Puis là, quand il y a des compétitions... les compétitions que j'ai été qui étaient en Ontario, à Montréal avec la compagnie médiévale, puis même aux États-Unis, à cette heure, c'est en train de lentement mais sûrement devenir la norme. Il y a plein de monde qui font ça. Puis il y a des endroits où que, même si c'est pas dans les règlements, si tu le fais pas à cette heure, ils vont te juger puis ils vont mal te voir. Parce que le monde a vraiment apprécié. Parce que, entre autres parce que c'est honnête, c'est respectueux, ça fait en sorte que quand tu gagnes, t'as vraiment gagné. Puis aussi, il y a le fait que quand t'es juge, bon, j'ai pas encore été juge dans une compétition officielle, mais j'ai commencé à m'entraîner là-dessus. Quand t'es juge, c'est dur parfois de voir les différents trucs qui se font, même quand tu fais bien attention. Donc, de l'aide, c'est
toujours apprécié. Et sur ce, je vais vous dire une bonne journée et à la prochaine. Qui sait, peut-être ça va être une autre vidéo sur la schéma ou peut-être ça va être un épisode régulier. Mais que j'ai fini évidemment de faire mes autres épisodes en anglais qu'il faut que je fasse. Sur ce, bonne journée!